Salut à tous et bienvenue. Je vais vous aider à mieux passer votre interview dans la section consulaire de l'ambassade des États-Unis pour ceux-là qui sont candidats donc pour un visa d'études qu'on appelle F1 ou F2. Les visas F1, F2 sont des visas d'études donc pour célibataires et pour mariés. Pour les présentations, je m'appelle Monsieur Lino, on m'appelle Mr Lino par certains, et j'ai eu à travailler pendant beaucoup d'années, je crois une douzaine d'années, en faisant ce même travail, donc en préparant les étudiants pour pouvoir passer l'interview en vue de l'obtention de leur visa d'études à l'ambassade des États-Unis. Et donc, ce sera donc avec un grand plaisir que je vais le faire, donc pour vous aider à pouvoir passer aussi cette étape. Suivez la vidéo. L'interview à l'ambassade des États-Unis se passe donc sous forme de questions-réponses. Et donc, pour votre bien, j'ai eu à concocter un questionnaire de 17, 18 ou 19 questions. Et ce questionnaire va donc vous aider à bien vous préparer et vous comporter donc lors de l'interview pour l'obtention d'un visa, retenez bien, F1 ou F2. Donc, des visas d'études pour célibataires ou mariés. Mais avant tout, j'aimerais d'abord vous informer que pour l'agent de la section consulaire de l'ambassade des États-Unis, en tout cas du moins pour nous ici et certains pays d'Afrique, toute personne qui se présente pour demander ou solliciter un visa d'études comme un visa touristique est d'abord considéré comme un potentiel quémandeur d'asile. La raison est toute simple, c'est parce que tout simplement, la plupart de ceux qui sont partis, qui sont passés avant vous, ce sont des personnes qui, pour la plupart, peut-être le trois quarts, ne sont pas allés pour étudier, ou du moins, au début, ne sont pas allés pour étudier, mais après, on changeait les statuts et on fait des études après. Mais lorsque ces personnes sont passées dans la section consulaire de l'ambassade des États-Unis, la raison était bel et bien pour les études. Alors, c'est pour cela, tout agent consulaire des États-Unis considère d'abord tout étudiant, tout candidat en tout cas, potentiel, comme un futur quémandeur d'asile. Alors, cela montre déjà l'état d'esprit avec lequel vous devez vous rendre à l'interview. Lorsque vous allez à l'interview, vous n'allez pas pour subir des questions de l'officier consulaire, mais vous allez tout simplement pour vous défendre. Vous défendre pourquoi? Parce que tout simplement, pour l'officier consulaire, tel que je viens de le dire, vous êtes un potentiel quémandeur d'asile. Et jusqu'à preuve du contraire, vous le resterez. Mais c'est alors, lors des questions-réponses, que vous devez maintenant prouver à l'officier consulaire que vous n'êtes pas un quémandeur d'asile, mais que vous voulez tout simplement aller aux États-Unis pour étudier et après les études, bien entendu, retourner dans votre pays pour pouvoir travailler ou réaliser votre projet. La première question est sans doute la plus importante. La première question, c'est toujours pourquoi voulez-vous aller aux États-Unis? On ne commencera jamais par une autre question si ce n'est pas par celle-là. Et la réponse est toute simple. Vous voulez aller aux États-Unis pour étudier. Je veux aller aux États-Unis pour étudier. Mais, connaissant l'état d'esprit dans lequel les agents consulaires ont été formés, vous ne devez pas répondre sèchement et juste par cette courte réponse. Vous devez la développer. Mais attention, ne développez pas non plus trop. Je voudrais aller aux États-Unis pour étudier. Je me réfère l'anglais, mais après l'anglais, j'entamerai mes études en communication, en engineering, j'entamerai mes études en computer science, j'entamerai mes études en nursing, et après ces études, j'aurai un diplôme qui va me permettre, par exemple, de retourner dans mon pays. Mais là aussi, pour les diplômes, nous allons voir avec les réponses qui vont suivre, les questions qui vont suivre. Vous découvrirez un peu le système éducatif américain pour comprendre. Mais vous pouvez déjà vous arrêter là. Ça veut dire, je vais aux États-Unis pour faire des études et vous dites le domaine dans lequel vous allez le faire. Mais connaissant au fait le système américain et sachant que tout étudiant qui vient d'un pays francophone devrait, à défaut d'un TOEFL réussi, devrait passer par l'anglais 1 ou 2 semestres. Donc, vous devez d'abord commencer à dire que je vais pour faire des études d'anglais et après l'anglais, je vais entamer avec mes credits en n'importe quoi, en computer science, en nursing, ça dépend de ce que vous aurez opté comme études. Et l'officier consulaire, pour la deuxième question, peut vous demander
Pourquoi avez-vous choisi seulement les États-Unis? Il y a beaucoup de pays, vous êtes francophone, pourquoi ne pas aller en France? Pourquoi ne pas aller en Belgique? Et la raison est un peu plus simple. Les États-Unis disposent de plus de 70 universités parmi les 100 meilleures du monde. Vous pouvez aller sur Internet, c'est clair, comme de l'eau de roche. Parmi les 100 meilleures universités, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est classé comme ça, mais sans doute Google peut vous donner les raisons. Parmi les 100 meilleures universités au monde, plus de 70 universités sont des universités américaines. C'est vrai, vous n'allez pas dans une université directement. Ça veut dire si plus de 70% des universités sont les meilleures, américaines sont les meilleures du monde, ça veut dire que leurs collèges ont le même niveau ou même plus que nos universités africaines. Ce n'est pas pour insulter nos universités, ni nos professeurs, qui sont des éminents, pardon, mais c'est tout simplement la réalité. Parce qu'on classe les universités par rapport à beaucoup de choses. Il y a les infrastructures académiques, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Alors, c'est pas ça le débat. Vous allez tout simplement dire, les États-Unis comptent plus de 70 universités parmi les 100 meilleures universités au monde. Et à part ça, les États-Unis, c'est une grande puissance. Ça veut dire avoir un diplôme américain peut vous ouvrir beaucoup de portes pour l'emploi dans le monde. Et enfin, avec l'anglais américain, vous avez aussi un passeport assuré parce que l'anglais, c'est la langue des affaires, c'est la langue de l'avenir, c'est la langue du business, c'est la langue du présent. Et comme troisième question, on peut vous poser une question si à la première question, vous n'aviez pas dit ce que vous alliez faire comme études, on peut vous poser quelles études allez-vous faire là-bas. Mais au cas où vous aviez déjà répondu, on peut vous poser aussi la question de savoir pourquoi seulement ces études dans ce domaine-là. Eh bien, c'est là où vous devez aussi vous informer sur ce que vous voulez faire. Si vous allez faire computer science, vous devez aller chercher des informations pour savoir en quoi ça consiste. Si vous devez faire le nursing, vous devez aller vous informer. Et vous ne devez pas aller devant l'officier consulaire en ignorant totalement ou partiellement d'ailleurs l'objet de vos études. Vous devez bien vous informer. Et Google, merci encore, est là pour le faire. La quatrième question peut toujours aussi avoir un rapport avec les études. Donc, bien sûr, pourquoi seulement ces études-là? Et ça peut ouvrir une autre question, la porte à une autre question. Donc, quelle est l'institution qui vous a accepté? Peut-être que vous avez fait votre inscription, vous avez été admis à Brookhaven, à Dallas, vous avez été admis à Bellevue College, à Seattle, vous avez été admis peut-être à Portland Community College, dans l'Oregon, ou bien Lane, ou bien il y en a beaucoup. Alors, il vous suffit juste de dire le nom de l'université, bien le prononcer, faire peut-être des exercices pour bien prononcer Portland Community College, ou bien je ne sais pas quoi, mais vous prononcez quand même bien. Et ça va aussi aider l'officier consulaire à savoir que vous êtes en symbiose avec votre dossier. Alors, la question qui va suivre, elle est aussi naturelle. Pourquoi seulement cette institution? Et là aussi, ça demande encore des recherches. Si vous avez été admis dans une institution, ne vous reposez pas sur vos lauriers, c'est bien, mais allez encore vous informer. Toute institution aux États-Unis dispose d'un website, un site internet dans lequel vous pouvez avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Et ces informations sont capitales parce que sans ces informations, il vous sera très difficile de savoir ce que offre réellement cette institution. Et vous devez connaître les points forts. Il y a des institutions qui sont fortes, peut-être dans le nursing, il y en a qui sont fortes dans l'engineering, il y en a qui sont fortes dans tel ou tel domaine. Vous devez savoir en quoi votre institution ou l'institution qui vous a admise est forte. La septième question, c'est une question très technique. Tout étudiant africain, venu des pays francophones surtout, et même anglophones, mais la majorité des étudiants africains commencent par des collèges. Alors, vous devez connaître la différence entre un college et une université, qu'on appelle university. Le college est une institution d'enseignement supérieur, mais qui dispense un enseignement plutôt pratique et qui ne dure que 2 ans. Et après ces enseignements, vous avez droit à un diplôme qu'on appelle Associate Degree. L'Associate Degree, c'est un diplôme de 2 ans qui peut vous ouvrir donc la porte à l'université et vous ne serez pas obligé de reprendre à l'université en première, mais d'entrer en troisième et finir votre quatrième pour avoir votre bachelor.
Donc university, dispense d'un programme académique de 4 ans. À l'issue de ces 4 ans, vous avez droit à un diplôme qu'on appelle bachelor. Tandis qu'au college, vous commencez, vous faites 2 ans et vous avez un associate degree. Et la différence encore, c'est qu'il y a peu d'universités qui offrent de programmes d'anglais. Ça veut dire le training d'anglais pour avoir le niveau d'anglais. Voilà pourquoi la majorité des étudiants francophones commencent toujours par des colleges, parce qu'ils doivent d'abord faire le training en anglais. D'autres vont dans des centres comme AGAP, English Language Institute, ou bien d'autres même, en Californie, il y en a aussi, pour faire le training, avoir le niveau, parce que l'anglais académique est différent de l'anglais des affaires. Donc vous devez vous mettre à niveau par rapport à votre anglais avant d'entamer des études, parce que les études ne se feront qu'en anglais. Donc c'est ça la différence entre un college et une université. Et puis il y a aussi une autre différence de taille. Il y a un autre élément, c'est le coût. La plupart des colleges sont en dessous de 10 000 $ l'année. Le tuition, ça veut dire le minéral tel qu'on l'appelle ici, chez nous, c'est moins de 10 000 $. Il y en a très peu qui avoisinent les 9 000, peut-être Bellevue College et puis certains autres. Mais les universités sont largement au-dessus. Il y en a les moins chers qui commencent peut-être à 15 000, 14 000, comme Wichita State University, dans les Kansas, mais la plupart sont au-delà. Il y en a même qui vont plus loin, jusqu'à 100 000 $ pour les tuition. Voilà pourquoi les étudiants africains préfèrent commencer par des colleges, parce que c'est 7 000 $ le tuition l'an, c'est 5 000 même pour d'autres, oui, c'est possible aussi. Ça varie entre 5 000 et 9 000. Et ça, c'est à la portée quand même de la plupart des bourses, des meilleures bourses, je peux dire, meilleures bourses africaines. La 8e question, pouvez-vous nous parler ou me parler de votre sponsor? Tout étudiant qui veut aller étudier aux États-Unis doit avoir un sponsor. Un sponsor, c'est la personne qui paye les études. Généralement, ce sont les parents, mais ça peut être aussi les parents directs, bien sûr, mais ça peut être aussi un parent éloigné, un oncle, une tante, peu importe. Mais vous devez faire le lien, prouver à l'officier consulaire qu'il y a effectivement un lien de parenté ou bien un autre lien, je ne sais pas. Ça peut aussi être une personne de bonne volonté, mais en tout cas, tout doit être bien défini. Et il ne suffit pas seulement d'apporter le bank statement, donc l'extrait bancaire de votre sponsor pour dire à l'officier consulaire, mon sponsor dispose de suffisamment d'argent pour que j'aille. Non, mais il faut aussi attacher à cet extrait bancaire d'autres documents qui prouvent que votre sponsor dispose d'assez de ressources pour avoir les moyens nécessaires qui va vous aider à achever vos études dans l'institution qui vous a accepté. Voilà pourquoi, dans notre cas, par exemple, on peut vous demander si c'est un sponsor qui, par exemple, dispose des revenus grâce à des affaires. On peut vous demander, par exemple, de présenter des documents de son entreprise ou d'autres. Donc, ça dépend. Et le sponsor peut aussi présenter d'autres documents comme tout ce qui a trait avec l'immobilier. Peut-être qu'il a beaucoup de biens immobiliers, il peut les présenter et ce sera à l'officier consulaire d'apprécier pour voir si le sponsor dispose d'assez de ressources pour vous aider à payer vos études normalement. Parce que, rappelez-vous, il n'y a pas que le tuition à payer, mais à part le tuition, vous avez aussi d'autres frais à payer. Vous devez en tout cas, vous devez rassurer l'ambassade, l'officier consulaire, que vous disposez d'assez de moyens pour payer aussi les loyers, pour payer aussi votre vie de tous les jours. Donc, voilà pourquoi dans la plupart des documents des universités, des institutions, en tout cas collège comme université, on parle d'un montant global. Vous verrez par exemple, le sponsor doit présenter par exemple un extrait bancaire avec des fonds au-dessus, par exemple, de 40 000 $. Parce qu'on fait la balance, on voit tout ce que vous pouvez dépenser en une année, à part le tuition, et votre sponsor doit être en mesure de présenter cela. Avez-vous des frères et des sœurs? C'est une question qui peut paraître banale, mais rassurez-vous, elle ne l'est pas. L'officier consulaire peut, à la lumière des documents de votre sponsor, peut vouloir se rassurer. Ce monsieur qui est votre sponsor présente des documents avec, par exemple, un montant de 50 000 $ comme solde de son extrait bancaire. Avec des documents d'entreprise aussi, avec un revenu peut-être mensuel, annuel, qui est suffisant, oui, mais pour un seul enfant. Mais
supposons que votre sponsor gagne 7 000 dollars le mois, mais et que vous êtes à 9 en famille. Ça peut poser un problème. Voilà pourquoi, comme astuce, beaucoup de gens ne disent pas la vérité. Ah ben ouais, ne disent pas la vérité parce que si vous dites la vérité, si vous êtes à 8 par exemple dans une famille, c'est compliqué. Parce que comment payer pour 8 enfants, les autres vont se débrouiller comment? Même si vous gagnez 7 000 dollars, ça ne sera pas suffisant. Voilà pourquoi la meilleure chose à faire, c'est de réduire le nombre. Ah ouais, on n'a pas de choix de fois. Avez-vous de la famille aux États-Unis ou alors connaissez-vous quelqu'un aux États-Unis? Là encore, c'est là où les Romains s'empoignèrent. Faites attention de citer n'importe qui lors de votre interview. Vous êtes là pour vous-même. Rappelez-vous bien. Vous ne devez en aucun cas, à moins que vous ne connaissiez bien, vous connaissiez bien le dossier de la personne que vous voulez citer, son statut. Parce que l'officier consulaire verra mal que vous soyez amis avec des gens qui sont passés par l'ambassade en disant qu'ils allaient étudier, mais arrivés aux États-Unis, n'ont jamais mis les pieds à l'université ou à l'institution qui les avait admises, et après ont demandé par exemple un autre statut pour devenir réfugié. L'officier consulaire va directement vous refuser le visa. Et même si c'est un membre de votre famille, votre grand frère, votre grande sœur, vos parents proches ou je ne sais pas quoi, le mieux à faire, c'est de nier. C'est de dire tout simplement que je n'ai pas de connaissances. Je n'ai pas de connaissances, je ne connais personne, ou alors je connais des gens, mais ce sont des personnes qui sont allées il y a longtemps, je n'ai pas de contact. Mais si vous voulez citer une personne, que ce soit alors soit une personne qui a un statut régulier, par exemple un ami qui est en train d'étudier réellement, que vous connaissez très bien, oui, vous pouvez le citer. Donc méfiez-vous de citer n'importe qui. Surtout des personnes dont vous ignorez totalement les statuts. L'officier consulaire peut vous poser comme question, pouvez-vous me donner 3 raisons valables pour vous donner un visa? Et oui, ce sont des questions qui peuvent être posées. Vous devez être en mesure de défendre votre dossier. Vous devez être en mesure de croire en vous, de croire que vous êtes digne, si je peux dire, de recevoir votre visa. Alors pourquoi doit-on vous accorder un visa? La première raison, c'est que vous avez tous les documents requis. The required documents. Vous avez tous ces documents. Vous avez un I-20, vous avez la lettre d'acceptation, vous avez votre passeport, vous avez l'extrait bancaire de votre sponsor. Vous disposez de tout ce qui a été demandé pour qu'on vous donne un visa. Mais ça ne suffit pas. La seconde chose, vous devez vous rappeler encore de la question numéro 2. Pourquoi seulement les États-Unis? Et vous devez encore vous déverser pour dire que je ne vois pas un autre endroit meilleur pour faire des études dans tel domaine que les États-Unis. Pourquoi? Parce que, voilà pourquoi vous devez vous former par rapport à ce que vous êtes en train d'aller faire. Vous devez être sûr qu'il n'y a qu'aux États-Unis, par exemple, que vous pouvez parfaire ces études-là. Et qu'il n'y a pas un autre pays qui vous offre peut-être beaucoup plus de possibilités pour faire des études dans ce domaine. Et troisièmement, parce que la langue revient encore, l'anglais, c'est un passeport pour le monde de demain et même d'aujourd'hui. Donc, vous voulez être compté parmi les meilleurs, voilà pourquoi vous devez vous rendre dans ce pays. Alors, comme astuce, toujours pour cette question, vous pouvez aussi aller sur Google pour vous informer sur les études que vous voulez faire. Si c'est en informatique, vous devez aller voir peut-être l'histoire d'IBM, l'histoire de Microsoft, l'histoire de beaucoup de choses. Vous voulez peut-être demain devenir aussi un mania de l'informatique dans votre pays. Voilà pourquoi vous devez passer par les États-Unis, parce que beaucoup de gens ont réussi là-bas, dans ce domaine. Et d'ailleurs, c'est encore le pays qui peut-être aujourd'hui est en train de tirer le monde encore. La 12e question est une question très intéressante. Et là, ça peut démontrer que vous maîtrisez réellement votre dossier. Quel est votre plan d'études? Très important. Alors, pour tout étudiant francophone, le plan d'études, c'est pareil. C'est toujours de commencer par l'anglais avec 1 ou 2 semestres, de maîtriser l'anglais académique et d'entamer avec les credits au collège, bien sûr. Et après ces études dans les collèges de 2 ans, obtenir mon associate degree. Et après cet associate degree,
aller à l'université pour faire la troisième et la quatrième, avoir un bachelor. C'est ça le plan d'études. Maintenant, après, si vous voulez après le bachelor, continuer avec d'autres études, peut-être ça viendra. Mais je pense que le plan que l'officier consulaire attend de vous, c'est ça. Ça veut dire l'anglais pendant 1 ou 2 semestres, le college, 2 ans, avoir son associate degree, et puis après faire la troisième, la quatrième à l'université pour avoir un bachelor. La 13e question, quels sont vos projets d'avenir? C'est vraiment grave de constater qu'il y a des étudiants, des candidats qui n'ont pas de projet d'avenir. C'est très grave. J'ai eu à poser cette question à plusieurs étudiants. Ils me disent, non, moi, j'ai pas de projet. Le seul projet, c'est, de finir mes études et puis rentrer et puis travailler, avoir un bon boulot. Non, c'est pas un projet parce que ça, tout le monde a été, comment je peux dire, préparé pour faire la même chose. Mais vous devez être différent de tout le monde. Vous devez avoir un projet. Je vais aux États-Unis pour faire l'informatique. J'ai remarqué que dans mon pays, par exemple, il y a carence dans tel, tel, tel. Il y a des services de l'État qui ne sont pas informatisés. Les données se perdent à tout moment. Alors, j'aimerais créer quelque chose qui va permettre peut-être que le système, en tout cas, qui ait une coordination pour que toutes les données des services, par exemple, de l'État dans mon pays soient informatisés. C'est une idée. Ah non, j'ai vu que dans mon pays, par exemple, il n'y a pas de programme spatial. J'aimerais aller aux États-Unis pour faire ceci, cela, afin que je sois le premier dans mon pays à lancer, par exemple, une fusée. Vous pensez que ce sont des idées peut-être qui vont... Mais ouais, vous devez avoir des projets. Beaucoup de projets. Je n'en ai cité que 2, mais il y en a plusieurs. Et je pense que vous devez avoir des projets. Ça veut dire votre plan d'études doit aller se terminer. Le projet que vous avez, c'est donc le point d'achèvement de votre plan d'études. Après le bachelor, vous devez normalement réaliser votre projet. Pour les étudiants qui ont terminé leur cursus secondaire, donc qui ont obtenu leur diplôme d'État pour le cas donc de la République démocratique du Congo, lorsque vous vous présentez devant l'officier consulaire, il peut vous poser la question, que faites-vous présentement? Pour aller étudier aux États-Unis, vous n'êtes pas obligé d'être seulement un détenteur d'un diplôme d'État, tout simplement. Mais c'est le minimum. Vous pouvez avoir une licence, mais aller aussi encore faire des études dans un collège. C'est tout simplement pour le renforcement des capacités et aussi vous pouvez aussi faire une reconversion. Ça veut dire faire d'autres études dans d'autres domaines. Et pour ceux-là qui ont fini leurs études depuis longtemps, vous devez prouver, mais qu'est-ce que vous faites présentement? Et si vous travaillez, par exemple, mais vous voulez aller faire d'autres études encore, vous devez démontrer à l'officier consulaire que vous disposez d'abord suffisamment d'argent, parce que si vous travaillez déjà et que vous avez plus de 30 ans, on suppose que vous avez épargné et que ce sont ces épargnes qui vont vous aider à payer vos études. Mais dans les cas contraires, où vous avez un sponsor qui va prendre vos études en charge, vous devez aussi présenter les documents qui prouvent cela. Maintenant, à part cela, vous devez avoir aussi une lettre de mise en disposition. Ça veut dire que votre entreprise vous donne la permission d'aller faire des études, par exemple. Vous ne devez pas aller vous présenter seulement comme ça. Non, votre entreprise vous donne l'autorisation d'aller faire des études. Ou alors, pour les étudiants qui veulent de finir, vous finissez vos études, par exemple, vous avez votre diplôme d'État au mois de juillet, mais vous allez commencer les études en septembre, vous allez faire une formation d'anglais, d'informatique et avoir un papier. Ne vous présentez jamais devant l'officier consulaire en disant des choses sans avoir des preuves. Vous devez toujours présenter quelque chose. Présentement, je fais l'anglais. Voilà le document. Présentement, je fais l'informatique. Voilà les documents. Présentement, je fais ceci, je fais ci, je fais cela. Il faut toujours présenter un document. Comptez-vous travailler aux États-Unis? Ça aussi, c'est une question qui mérite qu'on passe quelque temps. Vous n'allez pas aux États-Unis pour travailler. Vous allez aux États-Unis pour étudier. Et un étudiant, d'après la loi américaine, n'a pas le droit de travailler. Ça, c'est la loi. Et vous devez vous soumettre à cette loi. N'allez pas à l'ambassade en disant que oui, je vais étudier, mais je vais aussi faire des petits jobs. Non, on vous refusera le visa directement. Parce que votre intention n'est pas peut-être seulement d'étudier, ou même pas d'étudier, mais vous dites clairement votre intention, pardon. Donc, vous n'allez pas pour travailler. Vous allez tout simplement pour étudier. Voilà pourquoi on n'admet même pas des étudiants pour des études partielles, à temps partiel. Les étrangers, c'est toujours pour des études à temps plein. Parce que vous êtes supposé, pendant tout le temps de votre séjour aux États-Unis, d'étudier et non de travailler. Faites très attention. Comment avez-vous appris l'existence de l'institution qui vous a admise? Et là, vous pouvez vous référer par exemple à Internet. J'ai appris l'existence par Internet sur Google
Et j'ai fait des recherches, et puis après, vous pouvez aussi apprendre. Et là aussi, ne citez pas n'importe qui. Si vous citez, j'ai appris par un ami qui s'appelle, mais cet ami était parti effectivement dans cette université, c'est-à-dire était admis dans cette université, mais n'a jamais mis les pieds dans cette université-là. Lorsqu'on va checker, on verra que cet ami n'a jamais mis les pieds, mais et pourtant avait un I-20 de cette université, avait payé un sévice, parce que rappelez-vous, les frais sévices que vous payez, les $350 que vous payez, c'est pour que vous soyez fiché aux États-Unis. C'est-à-dire, on peut connaître n'importe quel étudiant qui a eu à payer son frais service. Alors, lorsque vous payez ces frais, mais, mais que vous ne mettez pas les pieds à l'université ou dans l'institution qui vous a admise, sachez que les autorités américaines savent déjà que vous êtes en situation d'irrégularité. Alors, ne citez pas n'importe qui. Vous avez appris cela sur Internet, ou c'est une agence, ou peu importe. Et même les agences, vous devez vous méfier de citer n'importe quelle agence, parce qu'il y a peut-être des agences qui, vous ne le savez pas, sont aussi fichées par l'ambassade des États-Unis. Dans quelle ville vous rendez, dans quel état? Mes amis, essayez, en tout cas du mieux que vous pouvez, de vous informer sur l'institution qui vous a admise. Renseignez-vous sur l'état dans lequel elle se trouve, et la ville, renseignez-vous bien, parce que il serait vraiment dommage qu'on vous pose une telle question et que vous ne sachiez même pas là où vous partez. Ce n'est pas raisonnable. Il y a beaucoup d'étudiants à qui je pose la question, tu vas dans quelle ville? Il ne sait pas. Tu vas dans quel état? Il ne sait pas. Et ça, c'est dommage, parce que devant l'officier consulaire, ça démontre directement une incapacité. C'est-à-dire, il vous dira directement que vous n'êtes pas, vous n'avez pas le niveau. Hein, en anglais, il le dit souvent, donc vous n'avez pas la capacité, en tout cas, d'étudier aux États-Unis. Et ça, ce sera vraiment dommage. Et la dernière question, les études aux États-Unis coûtent cher. Mais pourquoi voulez-vous aller étudier toujours aux États-Unis? Et là aussi, vous devez recourir encore aux réponses, les 3 réponses de la deuxième question. Pourquoi seulement les États-Unis? Tout simplement parce qu'avec un diplôme américain, je peux avoir le passeport pour l'emploi dans le monde entier, et avec un bon travail, je peux récupérer l'argent que j'aurais investi. Voilà la réponse. Donc, je peux récupérer l'argent que j'aurais investi dans mes études. Voilà pourquoi, malgré le coût élevé des études aux États-Unis, je préfère y aller. Eh bien, mes amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que elle va vraiment vous aider à mieux passer votre interview. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions en passant par cet email qui est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez aussi m'écrire directement, pourquoi pas, par WhatsApp, et poser autant de questions que vous voulez. Nous pouvons en tout cas discuter, pourquoi pas, en conférence via WhatsApp. J'espère que vous allez passer, en tout cas, votre interview comme il se doit. On n'a pas épuisé toutes les questions. Vous avez sûrement d'autres questions, alors n'hésitez pas. Pour ma part, je vous dis merci d'avoir été là. Merci de suivre cette vidéo, et je pense avoir fait le minimum quand même pour aider mes compatriotes et aussi mes amis francophones du monde entier. Bye.